comme disait à un moment donné, peut-être oui, dans son discours d'ouverture à la Collège de France, Michel Foucault, et il disait qu'en fait, j'aurais voulu que les paroles se profèrent malgré moi, qui coulent et qui me dépassent, et qu'elles se parlent, quelque chose comme ça. Enfin, une sorte de mise en parenthèse du moi, subjectivité, et surtout de vouloir dire, ou de toute intentionnalité. Effectivement, moi, je voulais commencer de cette façon, mais en disant que en fait, j'aurais voulu dire que sans aucun effort, les mots coulent de ma bouche sans l'intermédiaire d'une écriture, un travail d'écriture sur une surface visible, là où vous pouvez arranger les mots, les syllabes et les lignes et les espaces, le vide, la blanche. Vous pouvez décorer la page et plusieurs pages si vous voulez, et si vous voulez, vous pouvez accoler les mots l'un à l'autre, enchaîner selon l'onomatopéisation, disons, onomatopéisation, ou selon certaines affinités électives qui suivraient une certaine similitude externe, c'est-à-dire soit phonétique, soit voilà, certains raccourcis, certaines formules, même fragmentaires et découpées, et dont le relief seulement avant de se disperser, laisser la place, la scène à un autre mot, et donc faire une poésie non pas concrète, mais vraiment qui dépasserait ce qu'on appellerait le poète, avec son identité, avec sa signature, avec ce qui a déjà écrit, son style, sa manière de formaliser ou rythmer. C'est ça. Donc, quelque chose, voilà, un rêve de spontanéité et qui sera plus fort que le moi et la subjectivité supposée d'une signature d'un auteur, et lui qui serait seulement une médiation, un milieu neutre que sa bouche, bien sûr ses organes sensoriels et sa capacité de distinguer les mots et sa connaissance bien sûr d'un certain vocabulaire, d'une certaine saisie du sens qui va en résulter. Donc il va d'une certaine façon, il ne sera pas complètement neutre, mais il va, disons, gouverner comme on gouverne, conduit un bateau, mais en laissant quand même la grande masse ou le petit masse de son, disons, calion à des courants d'eau, au vent, à des pressions atmosphériques, à la fraîcheur du temps. Voilà, non pas un hasard aveugle, mais à des éléments physiques pas immédiatement visibles, donc des forces, il faut les appeler des forces qui sont plus fortes que nous. Les vagues, les courants d'eau, le vent, sa violence, sa force. C'est ça qui devrait conduire, et c'est ça que j'appelle la plupart du temps Shitimu, qui n'a rien à voir avec l'état d'âme d'une psychologie intérieure, mais cette psychologie
effectivement, ça existe, des états d'âme, mais ils sont susceptibles d'être captés, d'être réceptifs à ces forces physiques. Là, ils se forment. Effectivement, mise en parenthèse des grands drames humanitaires intersubjectifs par l'intermédiaire de la matérialité ou des substituts comme, disons, verbal, l'argent, la dette, l'échéance de paiement, facture. Vous voyez, les lois d'échange économique et les lois d'échange symbolique qui vont en parallèle. Effectivement, un autre en bas de page, c'est toujours Joseph Gou qui avait donné des séminaires dans le collège international de philosophie, Rue Descartes, et que effectivement, j'ai vu hier que j'avais photographié son syllabus très clair, très net, et il n'est pas dans une superficielle analogie, bien que il nous renvoie à des échanges, disons, circulation libre ou contrôlée symbolique des femmes et échange monétaire ou échange des valeurs fiduciaires ou symboliques, donc économiques, et tout en précisant qu'il ne faut pas rester chez Marcel Mauss dans cet enchantement de potlatch qui serait un mauvais exemple, je dirais, qui est trop connu, mais qui nous empêche de penser véritable valeur d'équivalence et de système voilà, à la fois équivocité, univocité et de équivalence, système général d'équivalence au niveau des signes, bien sûr, sans signes, sans indicateur. On ne compare pas les choses, mais leurs valeurs fiduciaires, etc. Bon, de la poésie, de la chimie moléculaire, de la poésie qui était en train de se composer entre mes lèvres, le propos est devenu tout à coup l'échange libidinal et même monétaire. Pourquoi pas élargir ce champ pour en faire un poème, les effigies héraldiques et des identités héroïques et les forces physiques faibles ou fortes, indépendamment ou relativement superposées à ces valeurs fiduciaires. Voilà ce qu'on ces décalages et ces superpositions, et qui fera un moment à peu près reconnaissable, pourquoi pas dans un système, dans une atmosphère justement climatique du Moyen-Âge. Je fuis de temps en temps pour me dépayser, pour reconstruire un discours, ou bien plutôt par la seule lancée de construction discursive, donc poétique, construire un véritable, disons, milieu identitaire, idéologique, avec tout son mécanisme de défense, autodéfense, et la guerre, garde du corps, forme de souveraineté et des serfs, des paysans et des, disons, non-adultes qui essaient d'être captivés par ce mouvement
tout en étant déjà captivés par une nature éveillée en eux. Voilà, ça fait une histoire d'amour, ça fait une transgression, ça pourrait faire quoi, ce qu'on appelle amour, une petite fuite en avant, ou dans les, comment on disait, voilà, rosier, voilà, puisqu'on parle des champs de paysannerie, voilà, des rosiers sauvages. Là, il y avait un film de Pascal Bonisser qui s'appelait Rosier sauvage. Roseau, peut-être. Non pas rosier, mais roseau sauvage, qui est un bijou qu'on filme. Depuis longtemps, je n'ai pas pensé à ce film, mais avec mon description, effectivement, rosier, une fuite en avant dans les rosiers, et donc des barricades, là où les enfants trouvent toujours des moyens pour s'expérimenter. Voilà une poème qui est commencée, qui est finie, avec même des références très explicites qui est commode, mais qui n'est pas habituel quand il s'agit d'une pure poésie. Voilà, j'ai écrit, au moins j'ai dessiné, j'ai dépeint, dépicte en anglais, ce que les autres ou moi, chacun, comme dans une cour de dessin, peut compléter à sa façon, dans sa singularité, avec ses gammes de couleurs ou gammes de notes. On peut composer, symphoniser tous ensemble, chacun dans son coin, mais ensemble, et non pas collectif, mais en faisant de différentes manières et de différentes voix, comme dans une polyphonie, comme dans une chorus de cappella, et participer à la production d'une grande œuvre dont la totalité est dessinée seulement par le maître ou par la maîtrise d'école, scola, au sens très large et très archaïque, c'est-à-dire le temps libre. Voilà. Shola veut dire le temps libre, et non pas un travail assidu, une captivité. Voilà, les flux énergétiques se canalisent dans une bonne shola avec les maîtres et les maîtresses. Donc, un accompagnement, un passe-temps qui est pleinement plein, au sens de Einfühlung encore, de remplissement du vide d'existence, et en plus c'est une possibilité, seule occasion forte de se venger contre les forces qui vous oppressent, en usant seulement les vagues, le vent, l'air que vous respirez, et votre capacité de gosier, là où vous pouvez, avec les rythmes, le corps aidant, les postures, certaines postures de corps aidant, vous pouvez danser, chanter et vibrer l'air et vibrer les cœurs de vos camarades aussi, et votre amant, votre petite bien-aimée, que vous voulez encore plus que cela. Je vous ai offert un grand cadeau, un gift, et je vous ai transmis tous les secrets de la création. Voilà, un Dieu qui s'ennuyait pourrait
commençait à jouer le flûte de Pan et tout espace peut changer de couleur et toute communauté peut se dissoudre pour se refaire du fond en comble. Maintenant, c'était Jean Renoir avec cette interprétation de et après midi d'un fond, fauna, Cantor, Pan. Voilà, nous sommes en pleine mythologie pittoresque qui est arrivé jusqu'à ce chef-d'œuvre du cinéma qui appartient à Jean Renoir. Rien ne donnait, dans le début du film, rien ne signalait qu'il y aura un bouleversement tant syncopé. C'est le super ancien, bien sûr, et qui n'est pas idéalisé chez Renoir et dans ce mythe de, effectivement, forme et de peinture, qui est dionysiaque, lui, et Paul Pénélope, pendant que Paul Pénélope continue à tisser ou écrire des lettres et froisser les papiers, jeter et recommencer chaque jour écrire des lettres à son mari dérobé nommé Oedipe. Malheureuse. Pourquoi elle ne chante pas? Pourquoi elle ne danse pas? Alors, il devrait y avoir des alternatives à ce pseudo-spontanéité, que je ne crois pas qu'il s'agit d'une véritable spontanéité rêvée. Pseudo, c'est parce qu'il s'agit, en fait, le discours est peuplé de références, de filmiques, littéraires. J'avais promis à moi-même de parler de la conception de purgatoire chez Sohrawardi et chez Dante, qui semble contemporain, mais je le diffère pour l'instant. Mais je suis en train de lire, pour être franche, le roman, soit dit pseudo-roman, de Philippe Solers, intitulé Nombre. Ça ressemble à Deutéronome. J'avais toujours rêvé qu'il s'agirait, mais quasiment deviné parce qu'il s'agit du chinois, mais peut-être Indochine. Il parle d'un certain voyage non voulu. Déjà, dès le départ, il y a une lassitude, mais une vie apparemment communautaire. Là, effectivement, il semble qu'ils sont allés en groupe. Ils donnent très peu, bien sûr, informations empiriques, mais il a, comme quoi, il y aura un pouvoir de pressage. Deviner ce qui va sortir de cette guerre fleurie, de rien apparemment, semble-t-il, mais il semble d'abord avoir perdu toute confiance à l'Occident, à sa culture, à ses préceptes, et il annonce une certaine fin. Par exemple, il dit dans le syllabus de son livre, il tente de dégager une profonde mouvante, celle d'après les livres, celle d'une pensée de masse, ébranlant dans ses fondations le vieux monde mentaliste et expressionniste dont s'annonce, pour ceux qui veulent risquer sa lecture, la fin.
complètement dans le même chemin que Derrida, première Derrida de la grammatologie de la dissémination. Là, il est lui-même en question d'ailleurs avec son livre de Toi, je crois, ou des lois. Bon, il annonce la fin, il refuse le récit dans son roman, il adopte un certain schématisme, une certaine numérologie à travers le chiffre 3 et 4. Il consacre l'un des récits en imparfait, donc à ce qui est déjà passé, et l'autre en forme de présent et qui progressivement vers une autre culture, soi-disant, et qui sera chinoise ou une culture là, l'usage de voyelles serait, dépendant du souffle, peut-être de la lecture, autre lecture, dont une partie formelle serait des consonnes et comme des inscriptions imprononçables va s'enchaîner malgré l'auteur. Quand il s'agit de présage, il cite quelque chose comme une sagacité chinoise. Connaître ce qui est passé est conforme à la voie ordinaire. Donc, c'est empirique, une connaissance empirique, connaissance au sens ordinaire. Connaître ce qui arrivera est au-dessus de la voie ordinaire. Pour ne pas dire extraordinaire, c'est-à-dire présage. Là, il continue, mais les indices se multipliaient. Donc, il va se passer quelque chose. Il reçoit les indices, mais il a déjà une lassitude parce que le nombre, c'est-à-dire devenir chiffre des militants, sûrement des rouges, parce que tout est liquidé sous le nom de rouge, toutes les autres couleurs. Donc il y a un moment extrémiste là, il participe sans participer, il en prend part sans être à part entière part, il garde une certaine duplicité et il est muet. C'est-à-dire que sa fraction est muette, elle ne s'exprime pas. Mais il écrit, ce que j'ai bien compris, si j'ai bien compris. Pourquoi je parle? Effectivement, présage, c'est-à-dire connaître avant que quelque chose se présente, deviner, être devin, et ainsi produire des enchaînements de phrases tout en connaître un certain mouvement d'aïdéticité, les lois aïdétiques, disons, et qui, avec la guerre, utilisent les corps. Pour en faire quoi? De rien. Il n'y a pas un espoir de salut, mais il y a un présage de fin, de culture de livre et de l'expressivité, et du récit surtout. Interdire le récit, s'interdire le récit. Mais il dit dans le moment qu'on peut, au-dessus de cette interdiction, on peut trouver des parcours. Là, j'aimerais bien vous lire, mais alors, quatre sont les racines de toutes choses. Moi, j'interprète comme une sorte
non pas horizon, mais un champ d'existence d'autrui, mais champ perspectif aussi. Il insiste que derrière les choses, il n'y a rien. Rien. Donc, ce n'est pas la peine de faire une Abstandungen pour les choses. Il est presque obscène en identifiant effectivement toujours les actes sexuels, sémences, pollution, à des moments d'écriture, les lettres mortes, ce qui est visible sur la page. Voilà, interdit, j'ai trouvé. Page 51, édition Le Seuil, bien sûr. Le récit avait beau être interdit, il n'était donc pas impossible de se glisser sous cette interdiction, sous sa ligne, de suivre les deux directions à la fois et de remonter plus léger le courant inverse. La voie où rien n'est touché, marqué. La voie où rien n'est touché, marqué, point. Ce que je comprends, en fait, il y a une insistance dans le détournement ou retourner l'envers. Donc, deux directions à la fois, remonter, plus léger, le courant inverse. Vous voyez? Il en connaît quelque chose de la dialectique, mais il ne croit pas que la dialectique, au sens habituel du terme, fonctionnerait et il y a un certain art fait. Donc non, il travaille dans deux directions dans son écriture. Moi, j'ai trouvé, enfin, j'attendais plus radical son projet, au sens où, au niveau des crises, et cette quadripartie de ces paragraphes aura une fonction plus précise de montrer disons, le contraire ou l'envers des choses, mais il reste un peu comme moi peut-être, comme il ébauche une expérience, il reste dans la chimie et magie de l'écriture, de sa propre écriture, comment elle fonctionne, comment il prend position. Donc, il ne suivra pas l'état des choses, qu'on peut appeler rien. Il dit dans la page 41, nos phrases doublaient l'effet du parcours. Voilà. Faire être doublure de ce monde, des événements quotidiens. Donc, dans cette communauté, disons, des militants, pour ne pas dire clandestine, eux, ils échangent des paroles, mais ce sont des paroles quotidiennes, nécessaires pour la survie. Mais aussi, ils sont très souples parce qu'ils sont français, mais aussi très souples, simples, la vie simple, mode de vie simplifié, en train d'accomplir les gestes anciens sans y penser. Un certain automatisme, mais les gestes quand même anciens, c'est ancestral pour la survie. Donc un minimum pour les sans-vie, bien qu'ils sont tous urbains, citadins, métropoles, et nos phrases doublaient l'effet du parcours. Typiquement, bavardage quotidien, mais sous le minimum nécessaire, c'est-à-dire alimentation. Mais plus intéressant, effectivement, pour éveiller l'intellection, assis, allongé, marchant dans les rues d'un autre siècle, c'est-à-dire dans leur passé même, avant de devenir capitale, métropole du monde. Effectivement, Paris était un peu comme ça. Un autre siècle, ce que je fais pour non pas rafraîchir ma mémoire, mais pour allumer quelque chose, je me déplace dans la même ville, dans mon Constantinople, à la fois pour vivre cet état d'étrangeté, c'est-à-dire rien
n'est le même comme auparavant, mais d'une certaine façon, je vois que rien n'est changé. C'est plutôt l'autre côté de la ville qui est changé. Eux, ils sont restés indemnes, intacts d'un autre siècle. Ça, effectivement, ça fait réchauffer l'esprit. Là, il y a certains Abstraktionen pris dans un anachronisme se met en connexion par leur dissymétrie ou par leur contradiction ou par leur anachronisme. Ça multiplie au moins les monades, bien qu'ils sont illimités, il faut qu'il soit certains des monades soient plus intéressants, plus simples. Toute monade est simple, mais il y a encore des... voilà, je vais me citer moi-même, descendre rapidement les échelons sociaux, c'est-à-dire descendre plus bas que le plus bas pour contempler les auteurs du fond du puits, voilà, toute raison d'être d'un voyage, d'un déplacement intellectuel, c'est encore voir de l'autre côté des choses pour contempler le rien, cette fois-ci de l'autre côté. Et karek, en turc, racine de toutes choses. Quatre sont racines de toutes choses. Voilà. J'interpréterai, d'abord, je dirais, Umwelt, l'espace environnant, au sens de champ d'existence d'autrui chez Sartre, dans l'être et le néant, c'est-à-dire un champ n'est pas un espace n'est pas physique ni externe, un champ et non pas espace qui est intimement lié à votre conscience intime du temps et de votre manière de bouger, se mouer dans le temps, dans votre passé, dans votre mémoire. C'est ça, les racines de toute chose. Racine, un concept mathématique, une opération mathématique. Là, on peut déplier, on peut vous déplier, on peut vous montrer, étendre votre racine, c'est-à-dire ce de quoi vous êtes fait comme existant. C'est pas une chose empirique, l'existence, ni Dasein. C'est pas plus inférieur comme ontologie régionale, une analytique du Dasein. En contraste de quoi une ontologie générale ou une ontologie fondamentale sera capable de découvrir tout champ possible. Il fallait commencer par l'analyse existentielle du Dasein, donc passer par la voie phénoménologique pour arriver, si c'est possible, à ce soubassement ontologique, c'est-à-dire trouver les éléments constitutifs qui fait que dans des possibilités et impossibilités ontologiques, une telle existence, y compris Dieu animal, Dieu plante et Dieu, semi-Dieu, l'homme, Dieu, ou bien sur-homme, sur-surface, sur-espace, comment prendre leur essentiel, d'où je peux connecter à la conception de purgatoire,
de Suhraverdi et de Dante, qui sont très différents. C'est étonnant que je m'intéresse à ce qui se passe dans le paradis. C'est pas paradis, c'est purgatoire, mais c'est presque pareil. L'autre jour, j'ai fait quand même un compte-rendu de Suhraverdi et je n'ai pas parlé de Dante, mais mon projet, c'était justement trouver les traces de Perse, au sens philosophique et même mythologique, chez Dante, les traces de Perse. Non pas spécialement Suhraverdi, mais Suhraverdi parce qu'il répète souvent Ibn Arabi, c'est-à-dire Muhyiddin Arabi. Et donc Dante, fort probable qu'il a eu connaissance à travers les livres d'Andalousie, parce que ça aussi, ils sont à peu près contemporains. Pourquoi je parle? Et moi, je m'étais interdit de parler, étant quand même un spécialiste de Kant, je m'étais interdit de parler d'une manière raisonnable du châtiment, c'est-à-dire de l'enfer, et de récompense, c'est-à-dire du paradis. Avec Kant, on trouve ceci codifié, c'est-à-dire un schématisme qui tombe dans l'illusion transcendantale, shine, et dans une interprétation antique, le plus bas des choses, que de parler du paradis et de l'enfer, ou bien, encore plus au sens moral, d'une récompense, d'une attente de récompense et une peur, une crainte de châtiment, qui ferait que nous serions plus moraux, bien que nous ne serions pas en fait, en effectivité, nous nous tendrions comme une potentiel vers des actes moraux, c'est-à-dire non égoïstes et suivant une forme de la loi morale, etc. D'où le kantisme qui réfute. Mais il s'agit, chez Dante au moins, de la littérature. Mais Suhraverdi, c'est une ontologie, effectivement, néoplatonisme avec les sphères hiérarchiques qui présupposent un autre espace, une autre existence, et non pas corporelle. Ça m'a paru tout à coup intéressant parce qu'il très intensivement une explicitation ontologique de purgatoire, tel que j'ai lu un peu. C'est un énorme travail, mais j'ai lu plutôt ses commentaires dans le Malakat, c'était de 5 livres, par Shiraz, deuxième Shiraz. Voilà, pour l'instant c'est ça. Je veux dire simplement un passage étonnant chez Suhraverdi concernant finalement Aristote, dont le nom ne se cite pas, concernant bien sûr praxis au sens fort du terme occulté, d'abord dévoilé par Aristote, mais Suhraverdi dit quelque chose, explique, dévoile un secret énorme concernant toute la république de scientifiques, c'est-à-dire des métaphysiciens, des ontologues, qui se sont mis en accord de n'en pas parler, non pas d'Aristote, non pas citer le nom d'Aristote, mais le contenu, c'est-à-dire la praxis mal compris, c'est pas mal compris, c'est occulté, bien compris, mais on est seulement au purgatoire, c'est-à-dire Berzakh, cosmos de Berzakh. Là, sans les êtres incorporels,
c'est-à-dire décédés, appelés à l'autre monde, et par le travail spirituel, ils sont capables de véritables praxis. C'est la doctrine, l'essence même des doctrines de Socrates, que je n'ai pas encore trouvé la trace chez Dante. Effectivement, ce silence, mes interprétations passées sous silence et négligence par rapport à la doctrine de praxis bios politicos, c'est ça, n'est-ce pas? Politique, compris toujours au sens étroit, sous l'ombre d'Alexandre, qu'il était étudiant de Socrate. Aristote, effectivement, une épée, je vois, une épée de Damoclès pèse sur l'ontologie, même qu'elle concerne fondamentalement praxis, c'est-à-dire bios, non seulement théoreticos, mais bios politikos. Donc les théoreticos occultent le domaine de publicité. Dans les années jusqu'à 80, on se demandait, on nous demandait, les comptes, les patrons de militants, quel est Gegenstand, objectif de ceci. Quel est national karşılığı bunun. Donc, les emprises qui sont les socialistes utopistes, jugeant et exécutant dans les affaires du monde trop pragmatiques et en parlant de la théorie, bâillement d'un abîme abyssal dont tout prêt à se battre sur le sujet non existant, eux préféraient à se battre, non pas honnêtement, par probité, mais par des pièges très connus